Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je présente mes excuses car une grande partie de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui vous semblera très familier. Le problème est que, même si d'autres et moi-même avons tiré la sonnette d'alarme au sujet de la Chine, notre gouvernement ne semble pas écouter. Nous continuerons donc à sonner l'alarme et demander à notre gouvernement d'agir pour faire face à l'agressivité croissante de la Chine et ses actions malveillantes. Je me suis adressé à vous il y a près d'un an, en compagnie du sénateur No, pour demander à notre gouvernement d'imposer des sanctions Magnitsky à la Chine en raison du traitement qu'elle inflige aux militants pro-démocratie de Hong Kong et aux minorités musulmanes de Chine continentale. Et nous voici aujourd'hui, et notre gouvernement n'est pas plus près d'imposer ces sanctions qu'il ne l'était en décembre dernier. Nous ne devrions même pas avoir présenté ces motions. Le gouvernement aurait déjà dû prendre cette mesure. Le comportement de la Chine réclame à grands cris des sanctions de Magnitsky. C'est un cas très clair. Le père de toutes les lois Magnitsky lui-même, Bill Browder, l'a dit. Permettez-moi donc de profiter de cette occasion pour rappeler à tous non seulement ce que la loi elle-même dit, mais aussi ce que l'homme qui a donné son nom à cette loi et pourquoi. Le nom complet de la loi Magnitsky au Canada est Loi sur la justice pour les victimes de fonctionnaires étrangers corrompus. Vous trouvez des lois similaires dans d'autres pays, dont les États-Unis. Cette loi porte le nom de feu Sergei Leonidovitch Magnitsky, un conseiller fiscal et vérificateur russe qui est mort dans une prison russe après avoir été détenu sans procès pendant 11 mois. Pendant sa détention, M. Magnitsky s'est vu refuser les visites de sa femme, de sa mère. Il s'est également vu refuser des soins médicaux pour avoir souffert de graves problèmes de santé, avoir été sévèrement battu, y compris juste avant sa mort. Le crime supposé de M. Magnitsky, il avait travaillé avec M. Browder, le cofondateur d'une société d'investissement opérant à Moscou, pour dénoncer les vols à grande échelle ainsi que des fraudes d'entreprises d'État. La fraude s'est finalement étendue à la police et aux juges, puisque M. Magnitsky et Browder ont tous deux été accusés de vol. Alors que M. Browder est expulsé de Russie, M. Magnitsky a été arbitrairement détenu par des fonctionnaires corrompus. Vous pouvez lire les détails atroces de sa détention dans le livre de M. Browder, Red Notice. M. Magnitsky avait tenu un journal intime déchirant pendant son séjour en prison dans lequel il détaille les tentatives de ses bourreaux pour le persuader de changer son histoire, de se retourner contre son ami Bill Browder. Mais Magnitsky a refusé. Il est resté fidèle à sa conviction qu'il doit défendre la vérité et faire ce qui est juste, tout en sachant qu'il serait si facile de faire ce qu'il voulait et que toutes ses souffrances seraient terminées et qu'il pourrait à nouveau être avec sa famille. Et chaque fois qu'il refusait, la souffrance s'aggravait jusqu'à ce que finalement, alors que son esprit restait déterminé, son corps plutôt ne puisse plus en supporter davantage. La mort de M. Magnitsky ne fut pas facile, elle a été longue, lente et délibérée. On a découvert qu'il avait subi une blessure crânienne fermée. De nombreuses contusions et blessures ont été retrouvées sur tout son corps, ainsi que des abrasions et des dommages de divers degrés sur les tissus mous. Cet homme a beaucoup souffert pour avoir fait ce qu'il fallait, tenir à ses principes. Et son ami Bill Browder s'est donné pour mission de veiller à ce que sa mort ne soit pas en vain. Il a passé les années qui ont suivi à se battre pour une loi nommée en son honneur pour s'assurer qu'il y ait des conséquences pour les fonctionnaires étrangers qui commettent des abus de droits de la personne et violent les principes de justice fondamentale. C'est ce que représente la loi Magnitsky. Notre collègue Raynell Andrechuk, l'honorable Raynell Andrechuk, a fait son adoption ici au Canada une priorité personnelle. J'ai vu directement combien c'était important pour elle de faire adopter cette loi. Mais elle ne l'a certainement pas acceptée simplement que ce soit utilisé lorsque c'était opportun, mais de l'ignorer quand ce n'était pas opportun. C'est intéressant de noter que lors de l'adoption de cette loi, il y a 3 ans, le président russe Vladimir Poutine a accusé le Canada de jouer à des jeux politiques et l'a qualifié de mesures manifestement inamicales. Mais cela ne nous a pas dissuadés et nous avons appliqué cette loi à quelques reprises depuis son adoption. En plus d'imposer à plusieurs fonctionnaires russes, le Canada a imposé la loi Magnitsky à des fonctionnaires du Venezuela, du Sud-Soudan, du Myanmar et d'Arabie saoudite, et à juste titre à chaque fois. Alors, pourquoi on ne l'utilise pas pour demander des comptes aux fonctionnaires chinois
qui méprisent les droits de la personne dans la persécution des minorités, y compris les musulmans ouïghours, et dans leurs mesures de plus en plus agressives utilisées contre le mouvement pro-démocratie à Hong Kong. Oui, il y a des considérations comme la détention illégale continue de nos deux Michael, les intérêts commerciaux et la sécurité des 300 000 Canadiens vivant à Hong Kong. Mais si on a appris quelque chose de l'histoire de l'homme dont cette loi tire son nom, c'est que faire ce qui est juste n'est pas toujours facile. On ne le fait pas parce que c'est facile, on le fait parce que c'est juste. Ça a toujours été la façon canadienne. Jamais est-ce que nous n'avons reculé face à la tyrannie et nous n'avons pas simplement essayé d'apaiser les choses, ce qui semble être ce que le Canada essaie de faire présentement. J'en ai parlé hier lorsque j'ai parlé de mon autre motion concernant la réponse au conflit de l'Artsakh et au génocide imminent des Arméniens. Et ça deviendra très laid. Je reçois des renseignements de médias indépendants par rapport à ce qui se passe là-bas. Et si on ne réagit pas rapidement, je pense qu'il y aura un autre génocide dans les jours à venir. Comme je l'ai dit l'année dernière, les actions du Canada sur la scène mondiale doivent être guidées par notre adhésion à nos valeurs et à nos principes, et non pas par la pratique de deux poids, deux mesures. On ne peut pas permettre aux intérêts économiques et l'influence de plusieurs puissances étrangères de dicter notre réaction face à des questions présentant un danger aussi grave. Les intérêts de quelques-uns ne doivent pas l'emporter. Les actions et les paroles du Canada doivent refléter notre réputation de longue date en tant que gardiens et artisans de la paix, en tant que défenseurs des droits de la personne et de l'État de droit. La première chose à faire pour y parvenir doit être de faire la distinction entre les agresseurs, les victimes pacifiques et innocents. Et il est clair comme de l'eau de roche de savoir qui est l'agresseur en ce qui concerne la Chine. Ils sont de plus en plus enhardis et de plus en plus agressifs, que ce soit à Hong Kong, en Chine continentale, en mer de Chine méridionale, à Taïwan, en Inde et même ici au Canada. Et il faut faire le point maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Et les deux motions dont je parle aujourd'hui, celles qui demandent des sanctions à l'encontre de Magnitsky, ne sont qu'un début. Comme je l'ai dit l'an dernier, le Canada et le Parti communiste chinois ont un grave conflit de valeurs. Le régime communiste chinois est une dictature qui fait fi complètement des valeurs fondamentales de la démocratie, de l'État de droit et des droits de la personne. Et il constitue sans aucun doute l'une des plus grandes menaces qui pèsent aujourd'hui sur le Canada, sur notre mode de vie, sur l'Occident. Pendant de nombreuses années, au fil des gouvernements successifs, libéraux et conservateurs, nous avons tenté de nous engager dans un partenariat responsable avec le Parti communiste chinois en poursuivant une relation économique qui était censée être mutuellement bénéfique. Mais cela nous a coûté très cher et la véritable portée de ce partenariat commence seulement à se concrétiser. Non seulement nous avons fermé les yeux sur les actions malveillantes du PCC, mais nous sommes maintenant également dans une position où nous devons maintenant peser le pour et le contre de nos propres valeurs en raison de notre forte dépendance à l'égard de cette relation avec la Chine. Nous avons laissé nos valeurs prendre le pas sur perdre du terrain face à de poursuites zélées des produits bon marché et de marchés étrangers pour nos produits. Nous sommes carrément laissés mettre dans une position compromettante. Maintenant, le temps est venu de décider qui nous voulons être en tant que pays. Sommes-nous un pays qui défend les droits de la personne, la liberté, l'état de droit, ou sommes-nous un pays qui peut être acheté? Chers collègues, il me semble qu'il est temps de repenser et de recalibrer nos relations avec le régime communiste chinois. Et cela commence par l'imposition des sanctions Magnitsky pour leur comportement flagrant, à commencer par la persécution des minorités religieuses contre les musulmans ouïghours. Chers collègues, entre 1 et 3 millions de Ouïghours qui s'identifient comme musulmans ont été enlevés dans la rue ou chez eux par les autorités communistes en Chine et placés dans des camps d'internement. C'est ça qui se passe. Dans ce que le gouvernement chinois appelle des centres de formation qui offrent de meilleures compétences professionnelles. Ces prisonniers sont soumis à un endoctrinement psychologique, à la torture physique, y compris le waterboarding, à des abus sexuels et à la stérilisation forcée massive des femmes, ce qui correspond en soi à la définition du génocide. On estime qu'il y a jusqu'à 350 de ces camps d'internement, dont beaucoup montrent des signes dans les images satellites d'agrandissement au cours de la dernière année. Et pour les musulmans ouïghours de l'extérieur, ils sont également soumis à l'oppression et au travail forcé.
Tout cela se passe au vu et au su du monde entier. Ces personnes souffrent et sont confrontées à un génocide sous nos yeux. Et il ne suffit pas que le gouvernement du Canada dise c'est décevant. Le régime communiste en Chine commet ces atrocités en toute impunité. Ils sont arrogants, indignés par leur mépris et exprime un mépris flagrant de la vie humaine. Après l'Holocauste, le monde occidental a juré que nous ne permettrons plus jamais de telles actions. Puis, il y a eu le Rwanda. Et encore une fois, nous nous sommes jurés de ne plus jamais accepter cela. Puis, il y a eu les Yazidis. Et puis ici, nous sommes prêts à dénoncer l'islamophobie. Nous sommes prêts à dénoncer la rhétorique anti-musulmane et à juste titre. Mais où est l'indignation face à ce qui arrive aux musulmans en Chine? Chers collègues, la moindre des choses que nous devrions faire en tant que nation, à la lumière de ce qui arrive aux musulmans ouïghours aux mains du PCC, est d'imposer des sanctions. C'est au moins un début. Nous avons les outils à notre disposition. Nous devons commencer à faire ce que nous prêchons. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes une nation qui défend les droits de la personne et la liberté religieuse et ensuite rester silencieux sur ce sujet plus longtemps. Nous ne pouvons pas dire que nous défendons les musulmans de ce pays tout en sans dénoncer le génocide qui a lieu contre les musulmans en Chine. Ça n'a pas de sens et j'espère que le gouvernement du Canada comprendra qu'il ne suffit pas d'exprimer son désappointement, de faire des discours et qu'il faut agir. Nous avons les outils et la loi Magnitsky et l'outil qu'on doit utiliser en premier. Merci.